Bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, je suis Chantal Beaumont, je suis guide en libération de l'être. Il y en a qui appellent ça une coach de vie, il y en a qui appellent ça une thérapeute, il y en a qui appellent ça de toutes sortes de noms. Donc, j'aide les gens à cheminer dans leur quotidien, à sortir de leur pattern, comprendre au niveau de l'ego, c'est quoi cette bébite-là, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Donc, je suis beaucoup dans la démystification parce que je me dis que quand on comprend quelque chose, quand on connaît contre qui qu'on se bat, ben, c'est beaucoup plus facile de développer les bonnes armes, de développer des bons trucs. Et c'est là que j'aide les gens. Donc, je suis spécialisée au niveau de l'hypersensibilité, au niveau des victimes d'agression sexuelle, au niveau de l'instabilité émotionnelle, donc dépression, bipolarité, tout ça. Alors, je commence le live d'aujourd'hui sur la peur. Qu'est-ce que la peur? Comment ça se génère? C'est quoi tout ça? Je vais me prendre tout de suite une gorgée d'eau, ça va être fait, puis après, je vais être moins interrompue. Donc, la peur, ça vient de où? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Eh bien, la peur, je vais juste m'assurer, oui, OK. La peur, premièrement, ça vient d'images d'un futur hypothétique basé sur un passé qui nous apparaissent et à laquelle nous croyons. Donc, c'est un futur hypothétique. C'est des images qui se génèrent dans notre tête, des images ou des idées qui se génèrent dans notre tête et on y croit. Donc, ça installe à l'intérieur de notre corps une vibration intense qu'on vit comme si c'était pour de vrai. Puis c'est ça qui nous plonge et qui nous plonge dans cet état-là. Et étant donné qu'on vibre si fort, ben, on est en mode création et c'est souvent ce qui va arriver. Et ça va nous plonger dans une réalité qui va alimenter la peur de la prochaine fois, qui va alimenter notre ego, qui va continuer de s'appuyer sur des preuves du passé pour reproduire et nous refaire peur à chaque fois qu'une occasion similaire va se présenter. Donc, c'est vraiment une hypothèse, une image, une idée qui est générée. Et si tu y crois, tu vas lui donner vie et tu vas la créer. Donc, si tu veux que ça demeure au stade hypothétique, ben, tu la regardes comme quand tu regardes la TV, quand tu regardes, quand tu te promènes sur la route, tu ne prends pas tout comme acquis, comme il faut, puis tu ne te connectes pas en fou sur tout ce que tu vois. Ben, c'est pareil. Donc, quand il y a une peur qui jaillit en toi, quand il y a une image qui se crée ou quand il y a une idée ou une vision d'une situation qui se crée en toi, tu n'es pas obligé d'y croire, tout simplement. Ça a l'air, ça a l'air facile dit même, on va élaborer un petit peu plus. Parce que j'aime bien, bon matin Denise, Daniel, bon matin, bonjour, bonjour. Alors, ce qui est important de comprendre au niveau de la peur, c'est qu'elle a comme un cousin ou une cousine, ou je ne sais pas trop comment dire ça, mais elle couche avec stress. La peur couche avec stress. Et c'est ce qui active, c'est ce qui amplifie la vibration. Je t'explique un petit peu plus. Parce que la peur en elle-même, elle ne fait pas de dommages. Elle crée une image et elle crée une hypothèse, comme je te disais. Le stress, c'est ce qui va se produire dans ton corps. C'est ce qui va faire que ton corps va se contracter. C'est ce qui va faire que ton énergie va vibrer sur une vibration que tu ne souhaites pas, au lieu de vibrer sur une vibration que tu souhaites. Donc, la peur cause le stress et le stress se vit dans le corps. C'est la différence. C'est pour ça que je dis qu'ils couchent ensemble un peu parce que le stress, oui, ça peut être le stress par rapport au temps, ça peut être le stress par rapport à toutes sortes de choses, mais souvent, quand on est stressé, c'est parce qu'il y a une peur à la source qui dit, bon, ben, je vais manquer mon coup, je vais arriver en retard ou peu importe. Donc, ils travaillent pas mal ensemble et c'est leur travail d'équipe qui vont faire que tu lui donnes un pouvoir à cette peur-là et qu'elle va t'habiter et qu'elle va devenir ta réalité. Tant et aussi longtemps que tu la vois, que tu y penses, que tu la nourris d'y croire, tu vibres sur cette peur-là et tu lui donnes vie. Elle va s'incarner, elle va devenir vraie dans ta réalité.
C'est là tout le pouvoir de création dont je parle souvent. Il y a des peurs, c'est sûr qu'il y a plusieurs sortes de peurs, on s'entend. Il y a des peurs de type que je vais appeler traumatisme, parce que soit héréditaire ou de notre éducation ou par des expériences que tu vas vivre personnellement. Tu vas, ou des choses plates que tu as vécues, ben, tu vas avoir un choc, tu vas avoir un traumatisme et la peur va s'être installée. Mais il y a des peurs de type égoïque qui, eux autres, sont purement alimentés par le mental qui, lui, ton ego, lui, il se réfère tout le temps au passé. Et Dieu sait comment on a fait de première fois dans notre vie et on s'est trompé, on s'est planté, on s'est fait mal, on s'est fait des bobos quand on est en train de marcher, on a fait des bobos quand on a fait du sport, on a fait des bobos, on s'est fait on a eu plein de maladresses qui a causé des expériences désagréables, si on veut. Et ton ego, ben, ça ne tente pas que ça se reproduise. Il sait, lui, qu'est-ce que ça a provoqué dans ton corps. Ça a provoqué du j'aime pas ça, je me sens pas bien. Et il se dit, bon, ben, OK, t'as pas aimé ça, on va s'arranger pour plus que ça arrive. Mais il oublie, ton ego oublie d'émettre l'hypothèse que ça peut se passer différemment la prochaine fois. Donc, lui, quand tu lui dis, je m'en vais, je sais pas, faire du vélo, puis tu t'es planté 50 fois, ben c'est clair qu'il va dire, hey, va pas là, tu vas te planter. Il est convaincu de ça. Et toi, de ta mémoire, qui a été alimentée par ta douleur, ta frustration, ta colère ou peu importe, tu y crois dur comme fer et tu es convaincu et tu y vas dans la conviction de te planter et tu vas te planter. Donc, c'est ce que j'appelle une peur de type égoïque, c'est que l'ego, par rapport à ton passé, émet des hypothèses d'un futur pareil comme ton passé. Donc, il émettra, l'ego ne connaît pas la nouveauté, l'ego ne peut rien créer de nouveau comme image dans ta tête, il fonctionne avec tout le temps des références à ton passé. Donc, lui, il dit, hey, t'es-tu folle, va pas là, retourne pas encore. Donc, c'est ce qui se passe dans ta tête et toi, tu y crois. Parce que oui, c'est vrai, il a raison, ça a déjà arrivé. Mais tu dois toujours garder en tête que ça peut se passer différemment à chaque fois. Chaque fois que tu vis quelque chose, que tu vas à un endroit, même si tu es déjà allé, ça peut se passer différemment à chaque fois. C'est vraiment, vraiment essentiel de prendre conscience de ce concept-là et de l'intégrer. Alors, les phénomènes physiques qui se produisent quand tu as peur, ben ça va dépendre de chaque personne. Il y en a que ça va être des crampes dans le ventre. Il y en a que ça va être de la douleur aux mains. Il y en a que ça va être de la douleur dans le cou. Moi, il y a beaucoup du stress que je vais vivre. Moi, ça va être dans mon cou. C'est pour ça que j'ai mon petit mouvement. Là. Je pense que je l'ai déjà fait dans d'autres lives, là, le petit mouvement de se dérouler les oreilles pour enlever le stress dans le cou. C'est un petit mouvement de brain gym que j'aime beaucoup. Donc, il y a, tout dépendant des gens, chaque personne va le vivre de façon différente son stress et c'est la capacité à détecter ces indices-là qui va te permettre de wow, je suis en train de capoter, là, je suis en train de me compter des peurs, je suis en train de me faire des accraires ou c'est vraiment 100% sûr que je vais encore soit me faire mal, me planter, me faire prendre en défaut, peu importe. Donc, les signes que tu vis dans ton corps, tu dois être alerte. C'est ce que j'appelle, quand je parle tout le temps d'être dans le moment présent, c'est ça, c'est d'être à l'écoute et attentif. C'est pas juste d'écouter les messages quand ça fait fort, c'est d'être attentif à ce que ton corps te dit. Donc, de prendre la peine de te poser la question, ouais, c'est vrai, moi, quand je suis stressée, je le vis où mon stress? Ou quand j'ai peur, comment je le matérialise? Je suis en train de me ronger les ongles, je me taponne sur les doigts, je tape sur du pied. C'est quoi moi, donc toi, comment tu vis ton stress, puis comment tu peux être alerte à ça. Donc, un coup que tu le sais, tu vas pouvoir réagir puis intercepter le processus. Parce que le, ton corps, ton corps est beaucoup plus alerte que ta conscience et il réagit comme, admettons, tu vas aller rencontrer une personne que tu n'aimes pas, qui te tombe ses nerfs ou que tu n'es plus capable ou que tu y vas parce que tu es obligé ou peu importe. Bien, ton corps,
tu n'es même pas en route encore, puis déjà la vibration s'installe. Donc, si tu n'es pas alerte à ces stress-là, puis que tu freines pas le processus, ben oui, ça va faire boule de neige. Puis oui, tu vas arriver chez la personne ou face à la personne, puis déjà, tu vas être craqué raide, puis tu n'auras même pas l'idée de dire « Hey, t'as coup que ça se passerait différemment aujourd'hui. » Jamais ça va te passer par la tête. Par contre, si tu te freines dès le départ, dès que tes premiers signes arrivent, oui, tu vas avoir une chance. Je sais pas que tu vas réussir, surtout pas du premier coup, ça se peut, mais au moins, tu vas pouvoir, la première fois que ça va se présenter, puis que tu vas dire, hey, je suis tombée stressée, pourquoi je capote de même? Ben, tu vas pouvoir être alerte, puis t'observer tout le long ton stress qui va augmenter, ton tic qui va se développer, puis toute l'angoisse que tu vas vivre à l'intérieur de toi quand tu vas arriver dans la situation, tu vas pouvoir t'observer. Tu vas pouvoir comprendre comment tu le vis, puis le vivre de façon plus détachée que tout simplement t'emporter dans ton angoisse ou ton hypothèse de mal-être qui s'en vient. Donc, c'est très important d'apprendre à t'observer puis voir le processus si tu veux découvrir une façon de le freiner. Moi, c'est ce que j'ai fait. Là, je vais vous parler de toutes sortes de peurs qui existent et bien sûr, il fallait que je me prépare pour mon live. Donc, je me suis gâtée. Je ne sais pas si vous avez envie d'entendre une petite anecdote. J'ai une petite anecdote très drôle à te raconter. J'ai toujours trouvé des araignées, c'était beau. Mais y toucher, c'est une autre affaire. M'écraser, encore pire. Mais je me suis dit, il m'est arrivé une bad luck, j'étais dans mon auto, puis il y a une araignée qui m'a sauté dessus ou qui m'est tombé dessus ou qui m'est arrivé dessus, puis j'ai fait ça comme ça dans mon char en conduisant. Une chance, j'étais sur l'autoroute. Si j'avais été dans le trafic à 5 heures, c'est clair que je rentrais dans le cul de l'autre en avant. Puis je me suis dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je mets ma vie en danger pour une bébête grosse de même. J'ai dit, ça marche pas. Donc cet été, j'ai peinturé ma piscine. Puis il y avait des araignées grosses comme ça dans ma piscine. J'ai dit, c'est aujourd'hui que ça se passe, on fait le ménage. Alors, j'ai fait ce que je viens de te dire. J'ai émis l'hypothèse que ça pouvait se passer autrement. Et je me suis dit, je vais me regarder. Donc, il y a 4 marches en béton dans ma piscine. L'araignée est dans le bas, puis elle essaye de sortir, puis elle essaye de monter sa paroi, puis elle tombe tout le temps. Donc, je vais mettre ma main, puis je vais l'aider à monter. Fait que là, j'ai respiré fort, j'ai respiré. Et j'ai fait grimper l'araignée sur ma main. Et j'ai fait ça tout de suite pour qu'elle tombe sur la première marche. Donc, j'ai constaté que ça n'avait pas de bon sens encore plus, parce qu'elle était grosse en plus. Je me suis. Et la deuxième, je tremblais, mais puis j'ai pas monté jusqu'à la 4e marche, je savais que je n'étais pas encore prête. La deuxième marche, je l'ai faite, donc je l'ai mis sur la deuxième marche. La 3e marche, je suis restée calme et je l'ai déposée sur la 3e marche. Et après, je n'ai même pas senti la peur m'habiter avant d'approcher ma main. C'était évident pour moi que ça pouvait bien se passer, que je n'étais pas obligée. Je ne sais pas pourquoi que je capotais quand j'avais une araignée sur moi. Je ne sais pas si quand j'étais petite, il y en a une qui m'a rentré dans le gilet. Je ne sais pas, peu importe. Je me suis dit, ça pourrait se passer autrement. Je ne suis pas obligée d'avoir peur des araignées toute ma vie. Puis je n'avais même pas peur de l'araignée, je voulais juste pas en avoir sur moi. Donc, je l'ai apprivoisé ma peur, je l'ai vécu en observatrice et j'ai choisi d'émettre l'hypothèse que ça pouvait se passer autrement. Donc, c'était ma petite anecdote parce que j'ai eu beaucoup de plaisir, surtout que mon fils me regardait puis il était crampé de rire puis lui, il est dégueulassé de rire. Fait qu'on a bien ri, mais je tenais à le faire, en faire l'expérience et ça a pris 3-4 marches et le problème a été réglé. Je capote plus quand une araignée me monte dessus. Donc, c'est vraiment, il y a des peurs simples comme ça, des araignées, des bébites. On ne sait pas d'où ce qui viennent. Ça peut même être juste parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Et quand on était petit, on était confronté à une bébite quelconque, on ne savait pas ce qui pouvait arriver. Ou notre mère avait une sainte peur, une sainte horreur, puis on s'est mis à vibrer sur cette même peur-là et on l'a alimentée. Moi, j'ai peur des araignées, donc on s'est développé une identité en ce sens-là. Donc, il y a des types
de peurs comme ça qui sont un peu plus, je dirais, je ne veux pas banaliser parce qu'il y en a que la peur est très viscérale puis très intense. Par contre, c'est des peurs différentes que celles que je vais aborder un petit peu plus loin. Alors, la peur des araignées, des vibites, ça peut être tout simplement qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas lorsqu'on a notre premier traumatisme, souvent dans la petite enfance, et ça l'a fait boule de neige et on s'est développé une identité autour de ça. Chez nous. Alors, en parlant d'eau, il y en a qui ont peur de l'eau. Il y a plus de chances que ce genre de peur-là vienne d'un traumatisme. Il peut nous appartenir ou il peut ne pas nous appartenir. Mais la peur de l'eau, on passe les 9 premiers mois de notre existence dans une espèce de liquide qui est de l'eau. Il y a des femmes qui accouchent dans de l'eau. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose au départ de naturel. Encore une fois, je banalise pas la peur de l'eau, mais c'est clair que ça doit provenir d'un traumatisme quelconque, que ce soit de se brûler dans de l'eau chaude, de tomber de tomber dans l'eau avant de savoir nager, et tout de suite, il y a des croyances qui se sont collées tout dépendant de l'intensité de la peur. Donc, c'est toujours de pas banaliser une peur, mais de pas l'amplifier non plus, mais d'émettre toujours l'hypothèse que ça peut se passer autrement. Autrement, on est prisonnier, on est convaincu qu'on est fait comme ça et qu'on va le rester. C'est un processus égoïque et c'est un fait pour tout ce qu'on est. C'est pareil comme les maladies, c'est pareil comme la peur, c'est une maladie. C'est un processus égoïque qu'on s'est collé l'identité de je suis comme ça, j'ai peur de ça, et on n'adopte pas un comportement différent qui peut faire qu'on peut changer. Maintenant, il y a des peurs un petit peu plus sournoises, qui affectent un petit peu plus l'orgueil, comme des peurs, excuse-moi, des peurs de se tromper, des peurs d'avoir l'air fou. C'est pas des peurs qu'on va shaker de même, malgré que oui, il y a des gens que tu leur demandes de parler en public ou je sais pas, d'aller rencontrer, passer une entrevue. Oui, ils vont shaker comme ça. Donc, c'est la peur de se tromper, la peur d'avoir l'air fou. Et encore là, c'est quoi qu'on a peur réellement quand on vit ce genre de peur-là? Quand j'ai préparé le live, je me suis attardée à c'est pas la peur en soi. Se tromper, c'est normal. Puis la peur d'avoir l'air fou, on a tous eu l'air fou un jour ou un autre. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va en avoir peur? Ce qu'on a peur, en fin du compte, c'est pas de se tromper ou d'avoir l'air fou, c'est la peur de se sentir mal. Ce qui se vit dans toi, c'est que la fois où que tu t'es trompé ou la fois où que tu as eu l'air fou, comment tu t'es senti? Tu t'es senti mal. Et c'est là que ton ego a créé la peur. Il a dit, hey, j'ai pas aimé ça me sentir comme ça, je ne veux plus. Donc, ce que tu n'aimes pas, c'est te sentir mal. C'est pas la peur de te tromper ou d'avoir l'air fou. On le sait qu'on s'est tous déjà trompés, puis on sait qu'il y a des bonnes chances qu'on se retrompe encore une fois dans notre vie. C'est normal de se tromper. C'est d'ailleurs une des façons d'apprendre. Donc, c'est tout à fait légitime de se tromper, puis il n'y a rien de mal à avoir l'air fou, là. Ce ne sera pas écrit sur ton front toute ta vie que là, tu as eu l'air fou. Donc, ce qu'on n'aime pas dans ce processus-là, c'est de comment ça nous fait sentir. Puis ça, c'est très important d'en prendre conscience parce que c'est justement ce qui va alimenter ta peur. Parce que ton ego, il va dire, hey, il va t'activer. Tu n'as pas aimé ça, te sentir mal. Pourquoi tu retournes là, tu vas encore te sentir comme ça? Pourquoi tu ne dis pas, ouais, mais présentement, comment je me sens bien. Puis ça se peut que ça se passe autrement. Donc, comment est-ce que ça pourrait se passer? Le jeu avec l'ego, c'est de remplacer l'image de la situation ou l'image que tu vois dans ta tête, la remplacer par autre chose, tout simplement. Donc, tu as peur que ça a l'air mal? OK, c'est bien correct. Ça se peut que ça aille mal. C'est déjà arrivé.
Mais comment que ça se passerait si ça était bien? Comment est-ce que tu as envie de te sentir à l'intérieur de toi lorsque tu vas vivre cette situation-là? Et mets cette image-là dans ta tête et ressens-la dans ton corps. Projette ce que tu veux qu'il se produise. Parce que ta vibration, puis là, c'est pas moi qui le dis, c'est prouvé scientifiquement, la vibration que tu émets crée ta réalité, amène les gens qui vont provoquer la réalité que tu visualises et que tu crées et que tu émets en vibration. Donc, c'est très important de prendre conscience de ça et la magie va s'opérer toute seule. Donc, de la même façon qu'elle se créait pendant que tu n'étais pas consciente, tu avais peur, tu avais peur, tu avais peur, puis tu arrivais, puis tu te pétais la gueule, tu disais, je le savais. Puis tu étais contente parce que tu le savais. Puis là, en plus, tu avais raison. Donc, tu as nourri ton ego. Tu l'as alimenté et tu as renforcé ta peur dans ton orgueil de je le savais que ça allait se passer de même, je le savais qu'après ça encore, la fatigante. Donc, oui, tu le savais, puis oui, tu l'as créé. Ça, c'est plate à entendre, c'est plate à dire, puis tu dis, colique, elle fait exprès. Il n'y a personne qui sait exactement comment te tomber sur les nerfs. Puis si ça fait 25 fois que la personne te tombe sur les nerfs ou te titille précisément sur ce avec quoi tu arrives, ben, pose-toi la question, est-ce que ces 10 fois-là, tu es arrivé dans le même état d'esprit? Est-ce que ces 10 fois-là, tu es arrivé avec le même pensée, les mêmes appréhensions et les mêmes peurs? Pose-toi la question, combien de fois tu es arrivé dans un état serein, calme et hypothétiquement neutre ou même mieux? Donc, c'est tout de prendre conscience de ça parce que tout ce qui se répète dans ta vie va se répéter tant que tu n'en prendras pas conscience et que tu ne choisiras pas de l'amener différemment dans ta vie. Alors, j'arrive avec quelque chose d'un petit peu plus deep, un petit peu plus profond. La part de montrer ses émotions. Merci pour les petits pouces. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir peur de montrer ses émotions? Il y en a, souvent les émotions, on les vit spontanément dans notre enfance. De ce que je me souviens, c'est un des rares moments au cours d'une vie, sauf quand on choisit de vivre dans le présent, mais dans notre cheminement d'enfant à adulte ou de bébé à adulte, les rares fois où ce qu'on vit spontanément nos émotions, c'est lorsqu'on est enfant. Et tout dépendant des parents, des gens, ou peu importe qui nous entoure au moment où on vit spontanément nos émotions, c'est là que la peur va se créer de cacher comment on se sent. Puis ça, il y en a que rire, il faut qu'ils se cachent là. Moi, il y a un bout de temps qu'il fallait que je me retienne de rire parce que je pissais dans mes culottes quand je riais. J'avais-tu assez la foule, puis je filais-tu assez mal après? Fait il y avait une problématique, mais il y en a que c'est de pleurer, qui ont l'impression, ils ont le sentiment de s'humilier puis de montrer leur vulnérabilité. Je l'ai vécu aussi. Donc, il y en a que c'est la colère, ils ont peur de sauter les plombs et de tuer quelqu'un. Donc, toutes les émotions qu'on vit, tout dépendant comment on a réagi ou comment notre entourage a réagi à notre émotion spontanée, ben c'est là que notre peur va se développer, puis qu'on dit, ah non, ça, faut pas que le monde voit ça, ils vont capoter, ou moi, je m'accepte pas dans ça. C'est souvent ça. C'est moi qui m'accepte pas, parce que c'est pas les autres qui vont te mettre ton blindage. Les autres, ils peuvent te juger, ils peuvent réagir, ils peuvent passer des commentaires. Mais c'est toi qui vas choisir de croire en ce que les autres t'ont dit sur ta réaction. C'est toi qui vas prioriser à l'intérieur de toi le sentiment que eux provoquent ou le sentiment que tu as vécu en vivant ton émotion pure et spontanée. Donc, c'est pas l'émotion le problème, c'est ce que ça provoque après.
Donc, de bloquer l'émotion, qui, je te rappelle, est quelque chose de vital, de vivre des émotions, de vibrer, c'est notre mode de fonctionnement. On est une boule d'énergie et on doit s'activer. Donc, de brimer cette spontanéité-là, que ce soit rire, pleurer, se mettre en colère ou peu importe, de brimer cette vibration-là, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des blocages dans ton corps, ça crée de la douleur dans ton corps. Donc, excuse-moi, c'est super important de faire un choix en conscience de ça. Parce que tant et aussi longtemps que tu vas bloquer tes émotions, tu vas bloquer tes sentiments, il y a toutes sortes de petits nœuds qui vont se mettre dans ton corps et au bout de 20, 40, 50, 70 ans, voyons, j'ai mal là, ou je me suis déformé la colonne à force de me faire des tensions dans le dos, ou je suis plus capable de m'endurer. Le corps a besoin de laisser cette vibration-là circuler. Bonjour José. Donc, ton corps a besoin de laisser circuler en toi ces émotions-là. C'est de la vibration à son état pur et elle doit demeurer spontanée. Donc, ce qu'on n'aime pas, c'est ce que les gens voient, ce que les gens perçoivent ou comment on se sent après parce qu'on était dans un état second. Quand on vit une émotion, souvent on va s'emporter et hein, voyons, c'est quoi qui m'a pris? Et c'est quand on essaye de l'analyser, de le comprendre, qu'on tombe dans notre mental, que l'ego en prend possession. Puis, mais voyons, moi, si j'avais vu quelqu'un faire ça, j'aurais traité de folle. Puis, c'est pas important. C'est pas important, tout est temporaire. Bonjour José. Donc, tout est temporaire. C'est vraiment important d'être conscient de ça. Et c'est ton choix. C'est ta responsabilité de gérer ça et d'orienter sur comment je veux me sentir. Est-ce que je veux me sentir comme je me sens après ou je veux me sentir comme je me sens pendant? Parce qu'une bonne colère, un bon braillage, puis là, Danielle est là, elle va s'en rappeler. J'ai vécu un gros braillage intense dernièrement et ça fait tellement du bien. C'est tellement bon. Mais c'est sûr que si on a peur d'avoir l'air fou puis qu'on brise, on se prive de ça. On se prive d'un assouvissement émotionnel qui est notre mode de fonctionnement. Donc, c'est ce qu'on n'aime pas, c'est que souvent, on se voit comme vulnérable ou fragile et c'est ce qu'on va cacher. C'est le côté vulnérabilité. Si les gens voient que je pleure pour rien, ils vont me verger sa tête. Oui, mais tu vas avoir encore un choix de comment tu vas réagir puis comment tu vas te développer avec cette fragilité-là. C'est sûr que je ne suis pas ici, c'est pas un live sur les émotions, c'est sur la peur, mais tu le sais, puis tu iras voir les autres lives, les émotions, c'est vraiment vital de les vivre. Une autre peur qui est tannante. Ah, puis José, t'arrives juste à temps. Je profite, hein, mais on a tous vécu cette peur-là. On l'a tous encore tout le temps un petit peu. Puis, tout dépendant où est-ce qu'on est rendu dans notre cheminement, on peut l'avoir très fort. Et c'est la peur de ne pas être aimé. C'est une peur qui nous amène à... On est confronté inconsciemment au fait que nous-mêmes, on ne s'aime pas. Parce que pourquoi les autres ne nous aimeraient pas? Il n'y a aucune raison d'avoir peur de ça. Mais si on ne s'aime pas, le doute s'installe. Donc, c'est vraiment, vraiment très important de prendre conscience de ça, que quand on a peur de ne pas être aimé, c'est tout simplement parce que nous-mêmes, on ne s'aime pas ou on s'aime partiellement, on s'aime un petit peu beaucoup, un petit peu pas du tout. Donc, c'est vraiment ça, parce que pourquoi qu'on croirait à cette part-là? Pourquoi? D'où est-ce que ça émergerait l'hypothèse que ça se peut qu'il m'aime pas ou ça se peut qu'elle m'aime pas? D'où est-ce que ça surgit? Donc, ça peut être une expérience que tu as vécue, que quelqu'un t'a témoigné ce que toi, tu as jugé comme un comportement qui indiquait qu'il ne t'aimait pas. Je répète, je suis consciente qu'il y a toutes sortes de... Donc, lorsqu'une personne a un comportement envers toi, que toi,
selon tes barèmes, tes standards ou les concepts que tu as dans ta vie, tu as décidé, toi, inconsciemment, bien sûr, d'interpréter ce comportement-là comme quoi cette personne-là ne m'aime pas. Tu l'as interprété. Donc, tu l'as perçu, son comportement. Tu l'as interprété. Ça veut dire « elle m'aime pas » et tu as choisi d'y croire. C'est tout hypothétique. Peut-être que oui, elle t'aime pas. Mais peut-être que pour elle, ça voulait aucunement dire qu'elle t'aimait pas. Puis peut-être même qu'elle t'aime. Ou qu'elle est juste indifférente, ou qu'elle n'est pas en amour avec toi, peu importe. Mais, donc, c'est très, très important. Puis ça, on le vit tous à un moment donné ou à un autre, la peur de ne pas être aimé, surtout quand on arrive dans des lieux publics où on s'en va à un party, une fête, un souper, ou ce qu'il y a du monde qu'on connaît pas. On arrive tout avec ouah, t'as coup que je fais pas dans le moule, ou on a tout ça à un moment donné qui nous dit. Donc, avant d'aller à cet événement-là, pose-toi la question, qu'est-ce qui, pour moi, représente un comportement de quelqu'un qui m'aime pas? Identifie ça pour toi, parce que c'est propre à chacun. C'est pas tout le monde qui va être le même comportement. Mais identifie pour toi, c'est quoi ce comportement-là? Et, à côté, demande-toi, est-ce que tous les gens qui ont ce comportement-là n'aiment pas les gens envers qui ils ont ce comportement-là? Est-ce qu'il serait possible que la personne aime, mais qu'elle ait ce comportement-là? Rouvre des hypothèses. Et c'est important dans le sens contraire aussi de dire comment est-ce qu'une personne qui ne me connaît pas pourrait me témoigner qu'elle me trouve intéressante ou qu'elle aime bien ma compagnie ou peu importe là, ton standard de définition de elle m'aime pas. Comment est-ce qu'une personne qui ne me connaît pas, là, c'est toujours ça, pourrait se comporter avec moi pour que je pense qu'elle m'aime? C'est vraiment tout part de toi. Puis, aimer que cette personne-là pourrait avoir un comportement complètement différent de ça. Mais t'aimer ou pas t'aimer, ça ne veut rien dire. C'est toi qui choisis de le partager, de le, de le percevoir. De la même façon que toi, là, quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, comment tu vis ça? Es-tu content? Tu tripes-tu? Tu vas-tu sauter au cou? On a toutes une petite gêne. On a toutes, soit on parle pas, ou soit on observe avant d'aller, ou tu sais, on est tout un petit peu, on a tout un mode insécurité quand on affronte des nouvelles personnes. Puis, il y a mille et une façons de vivre cette insécurité-là. Donc, c'est pas parce que la personne ne va pas te parler qu'elle t'aime pas. C'est pas parce que la personne, elle te regarde la tête aux pieds qu'elle t'aime pas. C'est juste qu'elle te connaît pas. Donc, elle est en mode perception. Et est en train, oui, de faire son checklist. Dépêche-toi donc de l'influencer dans le bon sens, son checklist, parce que moi, je veux pas. Oui, ça se fait tout inconsciemment, puis ça se fait en une fraction de seconde. Et si le checklist se fait dans le moment où tu es en train de le regarder, elle est au neutre. Donc, ni empathie, ni sympathie, ni antipathie, elle est au neutre. Donc, comment on perçoit quelqu'un qui est au neutre? Indifférence. Personne n'aime ça, l'indifférence. Donc, c'est vraiment d'ouvrir les œillères et de dire, je ne sais pas comment elle agit quand elle n'aime pas quelqu'un. Je ne sais pas comment elle agit quand elle aime quelqu'un. Donc, c'est vraiment de remettre en question puis communiquer, tabarnouche, communiquer. Ouais, j'ai l'impression que tu me trouves bizarre, c'est moi qui me fais des idées. Ça se dit. Ou je suis plus ou moins à l'aise de venir te parler, là, mais j'avais envie, je suis curieuse de savoir si on a des affinités. Ça se dit. Parler évite le maudit hamster de courir à 100 000 à l'heure dans notre tête. Donc, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, c'est vraiment perceptuel. Et même si on a été rejeté
quand on était enfant. Oui, ça peut être vrai, oui, ça peut être faux. Tous les traumatismes qu'on a vécus dans notre enfance sont des traumatismes perceptuels. Donc, c'est nous qui avons défini ça, ça veut dire qu'elle m'aime pas, ça veut dire qu'elle m'aime. Donc, remettre constamment en question, puis ça, je le dis dans toutes les lives, je pense, remettre constamment en question les croyances qui nous mènent à revivre des patterns éternellement. Maintenant, après ça, on vieillit, on passe par-dessus la peur des bébites, on passe par-dessus se tromper, avoir l'air fou. Souvent, l'adolescence, là, c'est là qu'on commence à s'en foutre un peu plus. On va avoir l'air fou, puis fait qu'on garoche un peu plus, on s'affiche et tout ça. Oui, on a peur d'être aimé, mais on a développé du camouflage. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive? On a le grand bonheur de devenir parent et on a cette sapristi peur d'être un mauvais parent. Ça, c'est une peur super le fun. Si tu as eu des enfants, tu dois comprendre ce dont je parle. Il y en a, il y en a que c'est comme une, un doux effet, c'est comme juste une ombre qui hante. Mais il y en a pour qui c'est la panique intérieure à chaque jour. Surtout quand le bébé, il peut même pas parler encore, puis qu'il fait rien que brailler, puis qu'on sait pas pourquoi, puis qu'il braille probablement rien que parce qu'on est stressé. Donc, c'est très, très, très insécurisant, mais avoir un enfant, c'est une autre superbe façon de se connaître, de se découvrir, d'apprendre, de découvrir nos limites, de se connaître dans notre capacité à aimer, de se connaître dans notre capacité à percevoir puis à recevoir les messages de notre enfant, notre capacité à communiquer. Donc, si on a peur d'être un mauvais parent, c'est tout simplement qu'on a choisi, on n'a pas encore choisi d'aimer la partie de nous qui ne sait pas. Ne pas aimer la partie de nous qui ne sait pas, c'est ne pas être conscient de son rôle d'explorateur. On est venu sur la Terre pourquoi? On s'est incarné pourquoi? Pour explorer le genre humain, pour explorer un corps et tout ce que ça peut nous permettre d'explorer, de faire des expériences, d'apprendre, de se développer puis évoluer. C'est quoi ça? C'est un explorateur. Puis un explorateur, ça se trompe. Un explorateur, ça tombe. Un explorateur, ça l'apprend à se relever. Et c'est comme un étudiant, il apprend. Donc oui, il n'y aura pas 100% toute sa vie dans tous ses examens. Il apprend. Donc il doit comprendre, il doit apprendre. Et on est parent pour la première fois à chaque enfant, je le dis toujours, ça aussi. Donc, si tu t'acceptes dans ton rôle de parent, si tu es capable de t'accepter dans ton rôle d'explorateur, qui a choisi d'explorer, on m'a essayé un nouveau rôle. Donc, j'ai essayé le rôle d'enfant, j'ai essayé le rôle de parent, j'ai essayé le rôle d'adolescent, j'ai essayé le rôle de musicien, de chanteur, peu importe. On a essayé plein de choses. C'était tous des rôles. Là, on essaye le rôle de parent. Et dans la mesure où ce que tu vas être capable de t'accepter en tant qu'explorateur et que tu découvres et que tu ne sais pas, être capable de dire je ne sais pas, je ne savais pas et je ne sais peut-être pas tout, c'est vraiment libérateur, c'est vraiment essentiel et surtout, surtout, surtout quand on est parent parce que de ne pas se permettre de ne pas savoir, de ne pas s'accepter en tant qu'explorateur puis personne qui ne sait pas tout, ça montre quoi comme exemple à nos enfants? Ça montre qu'il n'y a pas de place à l'erreur. Ça montre que non, moi je ne m'accepte pas quand je me trompe parce que je vais t'accepter toi. C'est inconscient, mais c'est ça. Et ça met une pression sur l'enfant de se dire, hey, mon parent, ma mère, mon père est parfait, il ne se trompe jamais, il pleure jamais. Ben, qu'est-ce que moi je fais? Je suis une moumoune, je suis un pas bon, je suis un pourri, je n'avancerai pas, je ne réussirai pas si je ne suis pas aussi parfaite. Donc, c'est vraiment très, très, très important
autant pour toi, parce que c'est toi qui vas subir le nocif de la chose, de te retenir, de te tromper ou peu importe, mais montre à ton enfant que c'est drôle de se tromper, que ça arrive. Puis, ce qu'on fait après, on n'est pas obligé de se sentir mal puis de capoter pendant une semaine. Hey, je me suis trompée. Hey, je m'en souviens, je me suis trompée, là, puis j'avais tellement capoté avec ça, puis aujourd'hui, je repense, puis c'est vraiment pas la fin du monde. Donc, c'est vraiment important de faire que faut que ça glisse. Ça fait partie de la vie d'apprendre, de se tromper, puis de se découvrir, puis d'apprendre à gérer ses émotions fait partie de la chose. Donc, d'apprendre à crime, ça me met hors de moi, je capote, je l'échappe. Ben, calique, oui, mettons, j'ai crié après mon enfant, je suis tombée sans dessin, je suis un mauvais parent. Non, le mauvais parent va voir ça, va se sauver puis va se cacher. Le bon parent va aller voir l'enfant, dire, hey, tu trouves-tu que j'ai sauté les plombs? Moi, je trouve que j'ai sauté les plombs. Je m'excuse. Je connaissais pas cette facette de moi-là. Je te remercie de me l'avoir fait découvrir. Je vais faire vraiment ce que je peux pour pas que ça se reproduise. Moi, ce que j'ai pas aimé dans cette situation-là, c'est ça. As-tu des idées? Comment qu'on pourrait faire pour pas que ça se reproduise? Donc, l'humilité. L'humilité, c'est ce qui va estomper le pouvoir de ton ego dans son orgueil. Parce que l'orgueil est un concept très, très égoïque. Donc, l'humilité estompe ça. Donc, d'aller euh, admettre et t'aimer et t'accepter dans la découverte de ta perte de contrôle, montre à ton enfant que ça se peut, que c'est humain, que c'est tout à fait normal et que ça permet que ça se passe différemment la prochaine fois. Donc, ça va instaurer déjà un nouveau processus, un nouveau mode de pensée, un mode de fonctionnement beaucoup plus sain chez ton enfant et chez toi et ça va développer une relation de confiance parce que d'admettre qu'on n'est pas parfait, ça fait partie de la vie. Moi, peut-être que dans un an ou dans 2 ans, je vais écouter ce live-là où je vais dire, mon Dieu, j'étais dans le champ. Ça se peut. Là, j'agis au meilleur de mes connaissances et j'espère aider les gens avec ça. Puis moi, j'ai testé ce que je te témoigne aujourd'hui et ça fonctionne et c'est magique. Donc, j'y crois sincèrement, mais je me remets constamment en question, tout comme je dis à tout le monde de se remettre constamment en question. Alors, la peur d'être un mauvais parent, encore une fois, c'est hypothétique, c'est de ne pas s'accepter, de ne pas s'aimer complètement et de ne pas aimer la partie de toi qui peut se tromper et qui n'est pas à l'aise et qui ne sait pas tout. C'est important que tu aimes cette petite partie-là de toi aussi. Maintenant, une autre peur qui s'installe quand on tombe parent, c'est la peur que nos enfants fassent les mêmes bêtises que nous, ou pire encore. Puis, c'est un phénomène, c'est juste une extension de ce que je viens de t'expliquer par rapport à ne pas être un bon parent. C'est qu'on n'a pas confiance en la vie. Quand on a peur que notre enfant se plante, qu'on a peur qu'il fasse les mêmes bêtises que nous, c'est important de garder en tête que toutes les fois où tu t'es planté, que tu as fait des erreurs, tu as appris quelque chose, là. Puis, si tu ne l'avais pas vécu, est-ce que vraiment tu aurais pu apprendre ça? Est-ce que vraiment tu aurais pu le comprendre, le saisir, puis l'assimiler? Il y a bien des choses que non. Donc, l'enfant, oui, ça se peut qu'il passe dans les mêmes trails que toi, mais sa réaction, son apprentissage, sa découverte, euh, toute la façon qu'il va vivre les épreuves qu'il va rencontrer dans sa vie, ça lui appartient la façon qu'il va le vivre. Donc, si tu dis, va pas là, tu vas voir, c'est de la merde, tu lui donnes même pas la chance que ça n'enseigne pas. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de d'accepter, encore une fois, ton rôle d'explorateur et respecter le rôle d'explorateur de ton enfant. Oui, ça se peut qu'il se plante à la même place.
Mais s'il ne se plante pas, comment il va le faire, cet apprentissage-là que toi, tu as appris? Comment il va le faire? Parce que tu vas dire, ça vaut rien quand on ne l'a pas expérimenté, quand on ne l'a pas ressenti. Je te le répète encore, on est ici pour explorer tout ce que notre corps peut nous procurer. Donc, s'il ne l'essaye pas, et où son évolution? Lire dans un livre puis ressentir, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est ça qu'on est venu expérimenter, c'est de le sentir dans notre corps, de le voir, de le vibrer. C'est ça, vivre. Donc, permets-lui de se planter parce que c'est là qu'il va apprendre, c'est là qu'il va vivre, c'est là qu'il va vibrer, c'est là qu'il va alimenter son énergie, qu'il va avoir envie de réussir mieux la prochaine fois, qu'il va développer sa confiance en wow, j'ai vécu ça, puis j'ai été capable de passer à travers ça. Je pensais jamais survivre à ça. Mais quand il va se rendre compte, hey, j'ai survécu à ça, je suis ce plaisir-là, ou l'échec, puis de se dire, qu'est-ce que je fais là? Je me laisse anéantir par ça ou j'ai envie que la prochaine fois, ça se passe différemment. Mais c'est en se plantant qu'on devient et qu'on se développe cette force intérieure-là, cette volonté d'avancer puis d'évoluer là, qui nous fait vivre. Je m'emporte donc bien. Je m'emporte un petit peu. Prendre un petit peu. Mais oui, oui, oui. Alors, je continue avec une peur qui surgit après tout ça. Mais des fois qu'elle est là très jeune, des fois qu'elle est là même pendant notre rôle de parent, c'est la peur de mourir. La peur de mourir, il a fallu vraiment que je me creuse la tête quand j'ai préparé le live d'aujourd'hui parce que c'est une peur que j'ai pas eue parce que je la comprends pas. Je, si c'est tout simplement qu'on a oublié le fait qu'on n'est pas juste un corps. C'est sûr que ça dépend des croyances de chacun. C'est sûr que si tu crois que tu n'es qu'un corps et que tu vas t'éteindre, c'est ton droit, c'est pas ma croyance, c'est la tienne, puis je la respecte à 100%. Par contre, si je pars de cette croyance-là, on est un corps, on est, on vit, on meurt. Make the most of it! Tripe, vis, puis mets-toi pas aucune barrière. Donc, profite-en au maximum, vis-le intensément, explore, puis mets aucune barrière à tes idées ou peu importe. Donc, même si tu crois que tu nais, tu vis, tu meurs et que c'est fini, ben, ce temps-là, si tu penses juste à que tu vas mourir, c'est plate. Donc, c'est dans la mesure où c'est une fatalité pour toi et c'est un fait, pourquoi perdre ton temps à y penser? Concentre-toi pas sur où est-ce que tu veux aller, concentre-toi sur où est-ce que tu es maintenant et vis pleinement. Maintenant, si tu choisis d'adopter la croyance que tu es une âme qui a choisi de créer une agglomération énergétique palpable pour expérimenter les sens humains, il n'y a aucune raison d'avoir peur, il n'y a aucune légitimité à cette peur-là. Parce que tu as confiance en ce que tu es. Tu étais avant même de créer cette agglomération-là. Tu étais avant même ça. Donc, tu vas continuer d'être ça. C'est vraiment la peur de mourir. Je dirais que ça peut peut-être venir d'appréhension, de regret, et j'ai-tu donné le meilleur de moi-même et je laisse-tu un bagage ou quelque chose à mes enfants? Je ne sais pas si vous avez des idées, mettez-les dans les commentaires. Je ne sais pas sur quoi développer sur ça, mais c'est vraiment
une finalité. Et de la même façon que dans toutes les peurs que tu as, c'est des hypothèses. Donc, on le sait pas. On le sait pas, excuse-moi. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, admettons, tu crois ni aux âmes, tu crois ni que tu nais, tu vis, tu meurs, tu crois à d'autres choses. Pourquoi est-ce que on appréhenderait quelque chose qu'on ne sait pas? Tout comme toutes les peurs que j'ai énumérées depuis le début. Une hypothèse, ça demeure une hypothèse. Et c'est dans le futur, donc ça va rester hypothétique toute ta vie jusqu'à temps que tu meurs. Donc, de donner de l'énergie et de causer cette vibration-là en toi qui va être nuisible, c'est clair, focus sur comment tu aimerais ça que ça se passe. Comme dans tout. Puis peut-être que je me fais des illusions puis des accroires en me disant on est une âme, puis on vit éternellement. Peut-être que je me fais des accroires, j'en suis tout à fait consciente, mais j'ai choisi d'alimenter cette croyance-là parce que pour moi, elle me donne confiance dans la vie. Elle me donne confiance. Elle me soulage d'une peur que je ne sens pas le besoin d'avoir dans ma vie. Donc, développe ton paradis. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être. Des fois, je dis même que j'aimerais ça me réincarner en chien. C'est trop beau la vie. Mon chien, c'est un coq en pâte. Il dort, puis il mange, puis il se fait flatter. Tu comprends-tu? C'est la vie, c'est le paradis pour moi. Ben, moi, je me dis, je vais me réincarner dans un chien. Je veux une vie de chien un jour. C'est trop cool. Mais peu importe, on ne le sait pas. On n'a pas de preuves, on n'a pas de rien. Donc, pourquoi croire que ça va être poche ou qu'il n'y a rien si c'est quelque chose qui te fait peur? Construis-toi là ton paradis. Et c'est là-dessus que toutes les religions ont basé leur hypothèse. C'est vous allez avoir ça. Ils ont mis un âne, ils ont mis ça beau parce qu'ils voulaient que les gens suivent ce chemin-là, cette croyance-là, cette vibration-là, encore une fois. Donc, choisis donc d'alimenter la croyance que tu veux. Il y en a qui disent qu'on revient en papillon, qu'on revient comme des oiseaux. Il y en a qui disent qu'on revient, qu'on se désintègre. Euh, donc, la peur de l'inconnu, oui. Peur de perdre les personnes qu'on aime et qui nous aiment, la séparation. J'aime que tu apportes ça, Josie, c'est super. OK, oui, la peur de perdre les personnes qu'on aime. Encore là, je vais faire un parallèle, puis on pourra se. La peur de perdre une personne qu'on aime. Je vais faire un parallèle rupture amoureuse, que c'est pas nécessairement la mort qui met fin à une relation. OK? Pour te faire comprendre ce que je veux t'expliquer. Admettons que tu tombes en amour avec une personne, tu as une relation amoureuse avec quelqu'un pendant, je sais pas, moins 10 ans, 20 ans, peu importe. Et cette personne-là te plaque. Peu importe, a connu quelqu'un ou est parti vivre dans un autre pays ou a dit qu'elle t'aime plus ou peu importe. Quand cette personne-là va être partie, tu as le choix d'alimenter de la colère, d'alimenter de la frustration, d'alimenter de la peine, de la souffrance de son absence. Ou de te rappeler de tous les bons moments que tu as vécu avec cette personne-là. Puis te dire, ben, Colin, oui, c'est plate, elle est partie. Oui, ça me fait chier. J'aurais aimé que ça continue, mais Colin, qu'on a vécu des belles choses ensemble. C'est un choix. Mais peu importe, je suis sûre qu'il y en a avec qui tu as sorti ou tu as eu des relations dans ta vie qui ont rentré, qui ont sorti, puis que ça ne te fait plus un pli, puis que tu n'alimentes plus cette relation-là. Que, hein, c'est vrai, mettons, tu regardes, je sais pas moi, ton album de finissant, puis tu vois quelqu'un que, hein, c'est vrai, on était tout le temps ensemble pendant cette année-là, puis aucune idée. Pourquoi certaines personnes rentrent, sortent, puis qu'on a l'impression ça sort complètement? Parce que ce qui donne vie à une personne et ce qui donne vie à ce qu'elle t'apporte, c'est toi.
Donc, de la même façon que quelqu'un qui va avoir été une personne proche, une personne amoureuse, une personne qui t'a apporté, qui t'a fait vibrer sur la sensation d'amour, que ce soit un frère, une sœur, un conjoint, peu importe, un ami, cette vibration-là, tu as le choix de la garder active dans ton passé et de la transporter dans ton présent, ou de continuer d'activer cette vibration-là puis de dire, hey, j'ai eu la chance de vivre ça dans ma vie. Comment je pourrais revivre cette, cette joie-là, ce bien-être-là en moi d'une autre façon? Mais c'est pareil quand tu perds une personne. J'ai perdu ma meilleure amie à 37 ans, puis j'ai tout ce que je fais quand je pense à elle, je l'entends rire. Je me souviens tellement de son rire, elle riait avec tout son corps. Puis je choisis de me rappeler de ce rire-là. Parce que moi, c'est le rire qui m'active. Donc, dans mon cellulaire, là, quand je ne vais pas bien, j'ai enregistré mon fils un soir, il était crampé de rire avec son père, tous les deux, ils riaient, et j'ai enregistré leur rire. Et quand j'ai envie de me sentir bien, ben, je me mets ce rire-là. Ben, de la même façon que quand je pense à cet ami-là, à cette personne-là qui m'était très, très chère, ben, ce que j'entends, c'est son rire et je me connecte avec le bien-être que ça me faisait à l'intérieur de moi de l'entendre rire. Donc, c'est pas perdu. C'est pas parce que la personne n'est plus là que tu n'as plus le droit de te donner accès à tout le bonheur, à tout le plaisir, à tout le bien-être intérieur que cette personne-là te procurait. Tu as encore le droit de te donner accès à ça. De la même façon que quand la personne est partie puis qu'elle t'a flushé quand tu as eu une relation amoureuse, est-ce que tu vas dire elle est partie avec mon bonheur puis je serai plus jamais heureuse de ma vie? Tu as le choix, tu as le droit de dire ça. Mais tu peux dire, hey, elle m'a fait découvrir à quel point je suis capable d'être heureuse. Elle m'a fait découvrir à quel point j'étais capable de me donner accès au bonheur. Ben, on me trouver quelqu'un d'autre pour partager ça, c'est trop cool. Donc, c'est tout le temps un choix de focuser sur ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. J'espère, José, que ça répond un petit peu mieux à ta question. Je suis d'accord, je l'ai vécu, perdre quelqu'un qu'on aime, ça fait mal, mais il y a différentes façons de vivre ça. Puis encore là, tu as le choix de croire qu'elle est proche de toi puis qu'elle te rend visite occasionnellement. Quand, mettons, je sais pas, moi, quand je prends une marche ou je conduis en auto, puis tout à coup, le paysage tombe sur une autre lumière, puis je me dis, mon Dieu, c'est magnifique. Ben, je me dis, c'est peut-être mon ami qui m'a tapé sur l'épaule pour me faire penser de prendre le temps de regarder ce qui est magnifique. Peut-être. Pourquoi pas? Mais c'est sûr que si ça te fait pleurer ou ça te fait sentir mal de penser qu'elle est peut-être à côté de toi et que tu ne la vois pas, enligne-toi pas là-dessus. Focus sur d'autres choses ou trouve quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment, vraiment un choix. Puis oui, il y a des personnes qui passent dans notre vie, mais dis-toi toujours que autant que les personnes qui passent et qui te mettent en colère, que les personnes qui passent pour te mettre heureux ou heureuse, c'est vraiment sont de passage pour te permettre de te connaître, de te découvrir toi-même. C'est juste ça. C'est juste pour ça qu'ils sont là. Ils ne sont pas ta propriété, ils ne sont pas ta, ils font pas partie intégrante de toi. Ils t'ont juste permis de percevoir, de vibrer puis de te découvrir. C'est la mission de tous les gens qui nous entourent. Et c'est pour ça que je me fais moi-même que c'est important pour moi de quand je traverse la vie des gens d'émettre une vibration saine. Parce que je ne sais pas qui me regarde, je ne sais pas qui vibre avec moi, mais si j'envoie un petit boost d'amour à une personne qui va juste me croiser, ben, elle va le ressentir, cet amour-là, puis elle ne saura même pas que c'est moi qui l'ai envoyé, mais elle va le recevoir et c'est ce que je souhaite. Merci, oui, tous les temps. Oui, en effet. Salut Patrick! Confetti!
On ne s'accorde pas dans une relation inférieure à l'être humaine. Ben, c'est ça. Donc, je pense que j'ai répondu, là, Denise aussi, fais-moi signe que ça a bien répondu ce que j'ai expliqué. Donc, on arrive après l'énumération. Ça va être plus long un petit peu que prévu, mais je pense que les explications étaient nécessaires. Puis les fois que j'ai des questions, je voulais les répondre. Donc, on arrive aux enseignements. Les trucs que je vais vous donner, ça va aller plus vite parce que j'ai un petit peu effleuré tout le long de ce que j'ai dit au début. Alors, les enseignements, comment réagir à la peur, puis comment est-ce qu'on peut se défaire de ça. Donc, je récapitule ce que j'ai dit. Donc, premièrement, être attentif aux premières images et aux premiers symptômes. Donc, se connaître, s'analyser, se comprendre, puis être capable de détecter, hey, cette image-là, je l'aime pas en tout. Pourquoi je fais play puis qu'elle n'arrête pas? Parfait, super Denise, merci. Donc, pourquoi j'ai créé cette image-là, puis pourquoi j'ai choisi d'y croire. Donc, c'est vraiment très, très important que tu t'observes, que tu constates et que tu en prennes conscience et que tu sois alerte à ça. Donc, vraiment, étape numéro 1, être attentif aux premières images et aux symptômes que tu vis dans ton corps qui génèrent ce stress et cette peur-là. Deuxièmement, l'importance de réagir en conscience, donc d'intercepter cette image-là. Moi, là, combien de fois par jour que je vais dire à un moment donné, t'es-tu fou dans la tête? T'es-tu fou dans la tête? Quand, mettons, je sais pas, moi, j'ai une douleur qui m'arrive dans le cœur. Toutes les maladies qui peuvent traverser mon esprit, c'est pas très constructif. Donc, j'ai dit, t'es-tu fou dans la tête? J'ai pas envie de cette image-là, j'ai pas envie de cette expérience-là. Comment ça se passerait si c'était juste une crainte? Ce serait juste une crainte. Donc, d'intercepter le mental parce que, oh, il y a spontanément une sensation qui est surgie dans mon corps. Oh, il y a spontanément une image qui est arrivée dans ma tête. Non, 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 non. Les nerfs. Je vais mettre une autre image. Donc, c'est vraiment de choisir ce que tu veux créer, sur quoi tu veux vibrer. Donc, tu peux en rire, tu peux te raconter des jokes, tu peux dire à ton ego qui est dans le champ, parle-toi. Ça rend pas fou, là. Lui, il te parle. Donc, si toi, tu lui parles pas, t'es fourré. Donc, c'est vraiment d'intercepter le mental puis de choisir ce que tu veux comme image, de choisir vers où tu veux aller. Et comment réagir, parce que là, l'image est là, tu te capotes, hey, mon Dieu, j'ai plus d'ongles, je me suis tout rangé les ongles, ou peu importe, tu te rends compte que tu t'es laissé emporter, l'image a fait boule de neige, est presque matérialisée, donc qu'est-ce que tu fais? Donc, tu réorientes ton focus. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour mettre le film sur pause, sortir le film, puis en mettre un nouveau. Il n'est jamais trop tard pour ça. Par contre, ce qui peut être bon, c'est de développer un réflexe, une habitude vers ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu as envie. C'est sûr que si tu passes tes journées ou tes semaines à écouter des soaps de drame, de tuerie, de coquerie, de peu importe, c'est sûr que les images spontanées qui vont surgir dans ta tête, ça va être des images de tromperie, de violence, de maladie. Donc, je dis tant que je suis anti-TV, mais tu dois choisir si tu veux vraiment écouter la télé parce que, bon, tu as besoin de te divertir, choisis consciemment. Ou même quand j'écoute des films violents, je dis vraiment à ma tête, j'ai juste envie de me divertir et vivre des émotions différentes auxquelles je n'adhère pas. Juste de te dire cette phrase-là va permettre un certain détachement. Parce qu'il y a des films que je n'étais même pas capable d'écouter. Il a fallu émettre un détachement parce que ce que tu mets dans ta tête, puis les émotions que ça génère quand on rit ou on pleure en écoutant un film ou qu'on vit en tabarnak parce qu'on a envie de tuer le méchant, ben ton corps, il le ressent, là. Cette vibration-là, elle vit dans ton corps et tu l'alimentes. Donc, ça crée comme une espèce de réflexe à l'intérieur de toi. Et quand tu vas avoir un bobo, quand tu vas te cogner, quand tu vas voir une personne, tu vas avoir une réaction et les images vont générer dans le même sens que ces réflexes-là que tu as développés en écoutant tes films ou tes émotions qui ne correspondent pas à ce à quoi tu aspectes. Donc, c'est vraiment les trois les trois clés, là, je te dirais, pour abolir puis
défaire là, tes mécanismes de peur. Donc, comment s'en libérer? Donc, tu sais que tu as une peur. Donc, comment est-ce qu'on peut se libérer de ça? Bon, ben, identifier la peur et idéalement retracer la source. Si tu es capable de retracer la source, tant mieux. Mais c'est pas obligé. Comme moi, ma petite anecdote que je t'ai racontée sur les araignées, je ne sais pas c'est où ça m'est venu, mais j'ai pas aimé ça. Puis ça m'a suivi jusqu'à, j'ai 44 ans, je vais avoir 45 ans, puis j'ai réglé ça la semaine passée. Donc, c'est un choix. Donc, tu peux retracer la source, mais non, tu peux tout simplement aussi la reconnaître, l'identifier ta peur. Parce que c'est sournois une peur. Des fois, on a peur, comme j'expliquais tantôt, là, quand j'ai dit la peur de se tromper ou d'avoir l'air fou. C'est pas de se tromper ou d'avoir l'air fou qu'on a peur, c'est comment ça nous fait sentir. Donc, d'identifier dans ton corps, puis à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta peur? Qu'est-ce qui provoque ce que tu n'aimes pas te sentir? Parce que tout est au niveau du senti, de comment ça te fait sentir. Donc, identifie-la. Et si tu es capable de retracer la source, c'est encore mieux. Après ça, accepter d'avoir déjà eu cette peur-là en constatant que tu as changé, tu as grandi, tu as maturé, tu n'es plus la même personne que peu importe quand tu as vécu la peur la première fois, qu'est-ce qui a généré ta peur. Donc, accepte-toi dans cette peur-là. Oui, j'ai peur de ça. Puis, dis-toi, j'ai changé sur plein de choses. Pourquoi je ne pourrais pas changer là-dessus? Donc, vivre différemment, puis en conscience, une nouvelle réalité. Émettre une hypothèse, comme je disais tantôt, émettre l'hypothèse que ça peut se passer différemment, que tu pourrais, toi, vivre ça différemment. Donc, l'observer comme un spectateur. Donc, tu en prends conscience, tu le vis, tu constates qu'est-ce que ça provoque dans ton corps. Tu dis, ah, OK, ouais, c'est ça que j'aime pas. Et tu dis, comment ça se passerait si je pouvais le vivre autrement? Est-ce que je pourrais le vivre autrement? Émettre ça, puis dire, hey, c'est comme ça que j'ai envie de me sentir. Donc, c'est vraiment de taxer, de changer ta vibration autour du phénomène, de la situation ou de la personne qui cause cette peur-là. Donc, observe ce qui se passe dans ton corps, bien sûr, puis imaginez comment on se sentirait si on n'avait pas peur. Donc, c'est vraiment, puis le Patrick, je ne sais pas s'il est encore là, qui est hypnothérapeute, doit savoir très bien de quoi je parle, parce que c'est sûr que quand on a des peurs très, très ancrées, très, très fortes, de se convaincre qu'on pourrait vivre ça autrement, oui, ça passe étroit d'un recoin et ça va être dans un processus hypnotique qu'on va aller arrondir les coins. Donc, Patrick, ouais, c'est toujours clair des explications. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est en hypnose ou en étant en auto-hypnose que tu vas arriver à exorciser, là, si je peux me permettre un terme weirdo, là, c'est vraiment d'exorciser la peur, c'est en se mettant dans l'état qu'on veut pour aller vivre la situation dans laquelle on a envie de le vivre. Oh, la peur de la domination de l'autre sur soi. OK. Donc, la peur de la domination de l'autre sur soi. Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir peur d'être dominé? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de toi, fait que tu te sens dominé? Parce que si tu dis qu'une personne te domine, c'est que tu choisis d'interpréter son comportement comme de la dominance sur toi. Donc, encore là, le discernement au niveau perceptuel est très, très, très important à comprendre. Parce que oui, la personne peut vouloir t'écraser, peut vouloir te manipuler. Par contre, elle peut avoir ce comportement-là sans même que tu t'en rendes compte et elle peut avoir un tout autre comportement pour elle que toi, tu vas percevoir comme ça. Donc, c'est très important au départ que tu émettes l'hypothèse que son comportement peut vouloir dire autre chose. Et si la peur de te sentir dominé t'affecte, regarde
Si vraiment, est-ce que c'est que l'autre te domine ou que toi, tu te sens dominé? Parce que c'est vraiment de faire le discernement entre, comment je pourrais t'expliquer ça? Dans une relation, il y a deux personnes. C'est inévitable, il y a deux personnes. Et les deux personnes jouent un rôle dans le processus perceptuel de l'autre. Donc, souvent, il y a des gens qui vont juger des relations comme oh, pauvre petite, son chum c'est un ci, son chum c'est un ça. Mais il ne pourrait pas être un ci et un ça si elle ne se laissait pas faire. De la même façon que si oh, elle prend donc bien de la place, elle fait tout, puis elle s'arrange tout le temps pour que les autres pensent ça de lui, c'est encore perceptuel et lui se laisse faire. Donc, peut-être que lui, il ne le perçoit pas comme ça. Donc, c'est vraiment très, très, très important de comprendre ta, ta responsabilité dans ce scénario-là. Parce que chaque situation qu'on vit est un scénario. C'est vraiment très important que tu comprennes qu'un scénario, c'est un scénario. Pourquoi que deux personnes vont aller voir un film et ils vont raconter le résumé du film complètement différemment? C'est parce qu'ils ont perçu différemment. Alors, chaque situation dans laquelle tu pourrais ressentir que l'autre te domine, regarde, qu'est-ce qui fait que tu crois à sa domination? Parce que c'est une croyance. Si tu as choisi de percevoir son comportement comme le fait qu'il te domine, tu pourrais percevoir ça, mais que ça ne t'affecte pas. Ce qui t'affecte, c'est que tu y crois. Donc, demande-toi, qu'est-ce qui fait que tu crois à sa domination? Parce que c'est ça qui t'affecte. Que lui ait le comportement X qui te domine ou qui ne te domine pas, c'est un détail. Mais toi, tu le perçois, tu as le choix que ça t'affecte ou ça ne t'affecte pas et inconsciemment, tu as choisi que ça t'affectait. Donc, demande-toi, qu'est-ce qui peut faire que tu crois à cette hypothèse-là? Parce que c'est toute une hypothèse. Tu pourrais l'avoir interprétée autrement. Donc, qu'est-ce qui fait que tu crois à cette hypothèse-là? C'est plate à dire, mais c'est le doute. Et qu'est-ce qui fait le doute? C'est le doute de l'amour de soi. C'est qu'on ne s'aime pas suffisamment pour dire, ben, je m'en fous qui pense qu'il me domine. Moi, je connais ma valeur. Moi, je m'aime. Moi, je fais la preuve à chaque jour en me levant. Je fais la preuve en chaque jour en me respectant puis en m'aimant que je m'aime. Je suis le premier à la première place en avant pour faire la preuve de mon amour. Et si la personne vient me semer le doute en moi, c'est qu'il y a une petite partie de moi encore que j'aime pas suffisamment. Et un doute, là, Daniel, elle va rire si elle est encore là. 1% de doute fait 100% d'échec. Donc, le doute amène à croire à des choses qui nous affectent. Alors, dans le doute, on fouille sur soi, puis c'est pas son comportement qui va faire qu'il va avoir une domination sur toi. C'est ton choix de croire à ce comportement-là et à cet impact-là qu'il peut avoir sur toi. Donc, j'espère que c'est plus clair comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous donner, si tu as d'autres questions, on pourra s'en reparler. Si j'ai pas assez approfondi, on pourra s'en reparler. Oui, tout est dans l'amour de soi. On est venu s'incarner dans la découverte, l'apprentissage de soi. Et je suis en train d'écrire mon livre que j'ai très hâte de publier, qui avance très bien. Et oui, l'amour de soi, c'est la clé. C'est la clé. Puis dans mon livre, j'explique vraiment bien comment ça se vit, ça, comment ça se génère. Et c'est vraiment un ensemble de comportements et c'est dans le c'est de la même façon que tu perçois l'autre et son comportement envers toi, ben c'est de la façon que tu vas percevoir ton comportement envers toi qui va déterminer est-ce que je m'aime vraiment?
Merci. Oui, Patrick, merci. J'ai très hâte de publier, là. Je suis toute énervée parce qu'à chaque fois, je leur lis pour ajouter des choses. Puis, je trippe. J'ai très hâte de publier mon livre. Donc, c'est vraiment l'amour de soi, oui, c'est la clé, oui, c'est la base. Et quand les gens nous font douter de notre amour de soi, il faut dire merci. C'est plat, c'est dur, ça fait mal. Mais dis merci pour cette prise de conscience-là parce que tu as le choix maintenant d'agir autrement. Tu as le choix maintenant de ne pas croire à ça et de te témoigner, d'adopter un comportement envers toi qui va te faire constater à quel point tu t'aimes. Donc, je vous souhaite tous de développer ces comportements-là qui vont vous témoigner vous-même de votre amour de vous et qui vont enlever tous les minimes doutes qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous. Donc, je vous souhaite bien sûr tout plein de confettis, tout plein d'amour de vous. Je t'aime, je t'embrasse et j'ai très hâte de te voir. Il y a tout plein de salons qui s'en viennent, il y a tout plein d'événements. Et le 26 septembre, mon événement Fiesta en conscience, c'est ma fête. J'ai choisi de fêter ma fête avec ma famille, mes amis, mais aussi toi, ma clientèle auquel je souhaite du bonheur, ben, je veux partager cette journée-là avec vous autres. Donc, adhérez à l'infolette pour être au courant de cet événement. Ça va être le 26 septembre à Québec. Et donc, entre autres, avec tous les salons qui s'en viennent, là, il y a plein de choses sur mon site web à la page événements. Et tu peux aller voir, bien sûr, les autres lives que j'ai fait là, en début d'année sont tous sur mon site web. Donc, je t'embrasse. Je t'envoie tout plein de confettis et bisous, 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 bisous. Merci d'avoir été là, ça me fait vraiment plaisir, surtout quand j'ai de l'interaction comme aujourd'hui, c'était vraiment génial. Donc, rendez-vous au prochain live. Bye bye!